Encore une fois, si on pense au deuil, à toutes ces étapes de deuil, et l'une des étapes clés, c'est la colère. Et j'avais énormément de colère. Quand on se sent un peu attaqué, abîmé ou contaminé, on a envie quelque part presque de contaminer les autres. Bon, après, ça reste que des images, mais c'est vrai que j'avais envie quand même, je pense que j'avais quand même envie de choquer. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Depuis l'apparition du mobile, qui d'entre nous n'a jamais succombé à la pratique du selfie ? Il est devenu si courant qu'on en oublierait presque son ancêtre. L'autoportrait est pourtant une constante dans l'histoire de l'art et des modes de représentation de nos émois intérieurs. De Van Eyck à Egon Schiele, en passant par Van Gogh, Matisse ou Picasso, qu'ils soient peintres, photographes, sculpteurs, écrivains ou dessinateurs, les artistes n'ont cessé d'explorer leur propre mystère ou de fixer une trace de leur existence. Dans cet exercice vertigineux du jeu est un autre, le photographe et réalisateur Raphaël Neel explore ses multiples facettes en s'incarnant dans les personnalités les plus mythiques du cinéma d'Hollywood des années 30 à 50. Dans cette quête identitaire en 42 autoportraits, le glamour côtoie le gore, la star est bientôt déchue, le succès est l'avant-scène du désespoir et la violence est partout où les acteurs deviennent prisonniers de leur image. Revisitant ces classiques de représentation de la beauté façonnés par le cinéma américain, Raphaël Neel fait une brillante démonstration de ce que le philosophe Edgar Morin annonçait dès 1957 dans son livre Les Stars. Ces dernières sont à la fois marchandises et idoles, divines et mortelles. Le star system s'écrit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sommes-nous tous des stars en puissance qui s'ignorent ? Ou le règne du selfie relèverait-il d'un simple besoin d'extimité, comme l'a théorisé le psychiatre Serge Tisseron ? Au micro de Yannick Le Guillanton, Raphaël Neel nous en dit plus sur son incroyable série d'autoportraits réunis dans un livre intitulé Hollywood Nightmares, paru récemment au Bec en l'air. Belle écoute. Bonjour Raphaël Neel. Bonjour Yannick. Je suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de votre passage à Paris. Raphaël, vous résidez à Londres, vous êtes photographe, réalisateur. Vous explorez notamment les thèmes de la solitude, de la séduction, de l'ennui ou de l'imposture. Et vous allez nous parler plus précisément aujourd'hui d'une série inspirée par le cinéma des années 30 aux années 50, Hollywood Nightmares, cauchemar d'Hollywood, publié au Bec en l'air. Alors quand on voit ce travail, on sent que l'image fait partie de votre ADN. Vous avez un goût prononcé pour le jeu et une culture cinématographique très étendue. D'où vous vient cette fascination pour l'image ? Est-ce que ça a été l'objet d'une transmission ? En quelques mots, quelle formation avez-vous suivi ? J'ai pas réellement de formation de photographe. À un moment, j'ai voulu étudier le cinéma, donc je suis allé à la fac pendant quelques mois, mais ça me plaisait pas vraiment parce que c'était très théorique et j'avais envie de pratique. Donc j'ai découvert le cinéma chez moi. Je pense que mes parents assez tôt m'ont montré des films, notamment de Truffaut ou d'Hitchcock, de Chabrol. Et comme beaucoup de gens qui vivent en banlieue ou dans un petit village, le cinéma devient une sorte de refuge. Le cinéma d'ailleurs et la musique, les deux deviennent une sorte de refuge. Et j'ai commencé à regarder énormément de films parce qu'en découvrant Hitchcock, on découvre tel ou acteur ou actrice et du coup on découvre un autre réalisateur avec lequel elle ou il a travaillé. Voilà, ça s'est construit comme ça. Et c'est vrai que ce qui me plaisait particulièrement au cinéma, c'était l'image. Et très souvent aussi, j'ai découvert des films grâce aux images de ces films, c'est-à-dire grâce aux photos de plateau, ou les photos d'exploitation, c'est-à-dire les photos qui étaient présentées devant les cinémas ou qui étaient dans les livres de cinéma, en fait. C'est Donc, ce qui me faisait rêver. Vous aviez accès aussi à ces bouquins et à ces photos d'exploitation dès votre plus jeune âge ?
Je faisais beaucoup de recherches. En fait, je pense que j'avais pas beaucoup de livres de cinéma chez moi. J'en avais peut-être un ou deux, mais que je connaissais par cœur, notamment le gros livre Hitchcock-Truffaut, qui était, j'ai envie de dire, un peu ma bible. Celui-ci, je le connaissais vraiment par cœur. Mais dès que je pouvais trouver, je sais pas, c'était une fiche de Monsieur Cinéma, par exemple, dans les années 80-90, ou un magazine. Ça pouvait être si Télérama ou Télé 7 jours mettait une photo. Par exemple, je pense à L'Incompris de Comencini. Je me souviens que j'ai rêvé pendant longtemps autour d'une photo du personnage principal de L'Incompris. Je n'avais jamais vu le film, mais moi, je m'étais fait le film dans ma tête. Ça a excité mon imagination, je pense. Et c'était pour le coup une culture cinématographique plutôt classique, plutôt que les blockbusters des années 80, des années de votre enfance, de votre jeunesse. Hein. Je crois, oui. J'ai quand même vu... Je me souviens d'être allé voir Ghostbusters, je me souviens d'être allé voir Jurassic Park, mais que ça me laissait un peu de marbre. Je ne comprenais pas trop. Je sais pas, ça me transportait pas comme les films d'Hitchcock me transportaient, mais sans doute parce que, comme je les ai découverts jeunes, je pense qu'ils m'ont choqué. Ils ont vraiment provoqué quelque chose de tellement fort qu'à côté, les films un peu mainstream, et je le dis, j'espère sans prétention, mais les films qui sont peut-être faits pour plaire au plus grand nombre me parlaient moins. Alors que j'avais l'impression qu'Hitchcock, il y avait quelque chose de peut-être plus pervers, malheureusement, ça c'est confirmé récemment, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus trouble qui du coup parlait à mes tripes, quoi. Alors, je le disais, Hollywood Nightmares, c'est une série de photos en couleur dans lesquelles vous incarnez une quarantaine de personnages. Ce sont des images qui reprennent les codes des portraits réalisés pour promouvoir l'industrie cinématographique américaine entre 1930 et 1950 environ. Et cette galerie de personnages, elle est déroutante. Ces actrices, acteurs, producteurs ou réalisateurs, ils sont pour beaucoup monstrueux, défigurés, malmenés, couverts de fluides divers et variés. Pouvez-vous nous raconter comment s'est construit ce projet ? Alors, c'est arrivé un peu par accident. Un accident salutaire, peut-être. En 2020, l'année du Covid, en fait, j'ai été engagé sur un film de cinéma français pour assister à un réalisateur avec lequel j'avais déjà travaillé. C'est une expérience qui s'est révélée assez désastreuse, en fait. Il y a eu pas mal de problèmes au sein de l'équipe et souvent en tant que premier assistant, on a malheureusement souvent à gérer et les producteurs et le réalisateur et les techniciens, bref. Et ça s'est très vite dégradé. J'ai subi une forme de harcèlement qui a été assez difficile. On ne me payait pas pour le travail que je faisais, qui était assez conséquent. Ça a duré des semaines et des semaines et des semaines. Et alors que j'ai travaillé sur ce film et que je vivais déjà un enfer et que c'était là quand même l'année du confinement qui était assez traumatisante aussi, j'ai perdu mon père de manière très brutale, surprenante. Ça m'a quand même laissé dans un état de choc et j'ai envie de dire la collision entre ces deux événements, c'est-à-dire une expérience très douloureuse dans le cinéma et une expérience de deuil, m'ont plongé dans un état de choc, de sidération. Et quand je suis rentré à Londres, là où j'habitais à ce moment-là, j'ai pas réussi à faire grand-chose. J'ai tenté de faire quelques photos et elles étaient trop littérales. J'avais envie de faire des photos sur le deuil. Alors, par exemple, j'ai fait des photos avec quelqu'un qui était allongé sous un voile, avec des fleurs. Et donc, c'était très métaphorique, en même temps un peu gnangnan. Et puis, bon, j'ai arrêté, ça ne marchait pas. Et puis, je sais pas, un jour, j'ai commencé à me maquiller, alors que je l'avais déjà beaucoup fait, que je fais régulièrement des autoportraits, que j'avais vraiment pas envie de me reprendre en photo. J'essaye de laisser passer au moins 4-5 ans avant de me reprendre en photo pour voir, je sais pas, comment je vieillis, comment j'évolue, enfin. Mais en faisant quelques images avec du maquillage, en faisant des sortes de grimaces un peu grotesques, j'ai eu l'impression de mettre le doigt sur quelque chose qui m'intéressait. Vous saviez pas exactement quoi à ce moment-là, mais en tout cas, vous disiez que c'était la bonne direction. Je l'ai senti, en fait. J'ai senti que je m'amusais. J'ai senti cette sorte de contradiction qu'on ressent dans toutes ces étapes si étranges du deuil. C'est que on peut s'amuser, on peut rire et en même temps ressentir un effroi. Et c'est vraiment de là qu'est née cette série, en fait. C'est le plaisir de travailler dans la colère, je dirais. Et concrètement, en fait, vous parliez de maquillage à l'instant. J'ai compris aussi, à l'occasion de l'exposition que vous avez présentée à la Galerie Vue, que la réalisation de ces photos vous a pris aussi énormément de temps, d'autant plus que vous avez travaillé seul. Donc, vous étiez très impliqué et vous passiez, je crois, à peu près une semaine par image pour 42 images. Donc, ça vous a occupé, en gros, une année. Oui, en fait, ça s'est fait sur 2 temps. Il y a eu une première série de photos, peut-être une vingtaine, qui m'ont pris environ 6 mois.
Après quoi, j'ai pensé en avoir fini avec Hollywood. À ce moment-là, d'ailleurs, je me suis installé en bord de mer, j'ai quitté Londres, je suis allé m'installer dans le Sussex. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais pas du tout fini. J'ai commencé à noter des nouvelles idées et j'en ai refait un peu plus d'une vingtaine. Donc ça m'a pris 2 fois 6 mois à peu près. Et effectivement, chaque image, je dirais, prend une semaine entre le moment où je commence à l'imaginer, à penser à l'idée, peut-être à l'histoire, au scénario de l'image, et puis le moment où je dois trouver les costumes, regarder des vidéos, des tutos de maquillage pour essayer de parvenir à faire un maquillage qui est vraiment quelque part assez réaliste, même si souvent je m'amuse à faire des choses qui sont assez anachroniques, mais le bon maquillage, la bonne coiffure, donc j'achète des perruques, je boucle moi-même, je coupe moi-même, donc il y a beaucoup de ratés, mais ça prend à peu près une semaine, et ensuite la séance photo, je dirais qu'elle prend quelques heures, et la préparation avant la séance photo, donc le maquillage, l'habillage, prend, 3-4 heures. Donc c'est un long travail. Et pour chaque image, en fait, vous racontez aussi une histoire, une situation. Oui, à chaque fois j'ai imaginé une petite histoire. Je voulais pas faire une énième photo de Marilyn Monroe, Yves ou Betty Davis qui fait, je sais pas quoi, qui fait une scène. J'avais envie déjà d'inventer des personnages, de me projeter sans quelque part me cacher derrière des figures connues, tout en retrouvant finalement quand même des thèmes communs. Bien sûr, l'objectivation des femmes, par exemple, la violence des hommes dans le milieu du cinéma, les faux semblants, le mensonge, l'artifice, tout ça. Mais l'idée, c'était d'inventer des histoires et de toujours essayer de trouver une forme de contradiction dans chaque image. Tiens, si c'était par exemple une publicité pour un fond de teint, comme beaucoup d'actrices de l'époque faisaient des publicités pour les fonds de teint, savons, les cosmétiques, des choses comme ça. Plein. Mais on découvre à un moment que finalement elle s'est taillé les veines à un moment et qu'on lui a mis un sparadrap. Donc toujours trouver une sorte de contradiction où elle est elle est complètement ensanglantée, où il est complètement ensanglanté, mais il continue à sourire comme si de rien n'était. C'était ça qui oui, il y a ce côté aussi dans ce travail un peu peut-être britannique, never explain, never complain, puisque les personnages, quelle que soit la situation, tiennent toujours leur rôle. Ça reste toujours des acteurs, on les voit jamais désarmés, bien qu'ils soient aussi confrontés à des choses terribles. On peut le voir dans la série, un homme défiguré, beaucoup de sang, il y a pas mal de sang en fait, et sur les vêtements, et sur les visages. Il y a ce côté déroutant, un peu décalage. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que c'est peut-être anglo-saxon, en tout cas c'est aussi très américain. En Angleterre, on dit carry on, donc on continue quoi qu'il arrive, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ce côté très très pro qu'on voit dans beaucoup de domaines, pas que dans le cinéma, mais c'est vrai que les acteurs, les actrices sont souvent dans la représentation, et c'est d'ailleurs dans leur contrat, donc ils ou elles vont rarement tout d'un coup être grande gueule ou commencer à donner leur avis sur quelque chose. Et d'ailleurs, c'est quand quelqu'un le fait, comme récemment Susan Sarandon, que j'aime beaucoup, cette personne est écartée et elle perd son agent dans la journée même d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que je suis très impressionné par le professionnalisme américain, mais c'est aussi quelque chose qui est déroutant parce que on se dit toujours mais jusqu'où ça peut aller, cette sorte de ferveur, ce respect des règles, ce respect de l'autorité. Donc, oui, c'est très contradictoire mais en même temps fascinant. Show must go on, quoi qu'il en soit. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti pendant cette période de deuil. J'avais pas du tout envie de go on dans la vie en général, mais je me dis il faut le faire, et je me forçais à aller au studio, je me forçais à faire les images parfois comme si quelqu'un me disait faut les faire, alors que d'ailleurs je n'imaginais même pas une seconde que j'allais montrer ces images. C'était vraiment pour moi. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est un point que vous évoquiez dans Libération. Vous disiez que ces images, vous les faisiez seuls, puisque pour vous c'était impensable de montrer ce travail. Comment est-ce que vous êtes passé de la solitude de la création à la présentation de l'image qui a fait l'objet donc d'un livre et d'une exposition tout récemment? Ça a été quelques mois assez intenses, surprenants. Là, on est au mois de mars et c'était à partir du mois d'octobre que les choses ont changé. Je les ai envoyés à l'éditrice, Fabienne Pavia du Bec en l'air.
vraiment, avec qui j'avais déjà fait un livre, mais vraiment, je ne pensais pas une seconde qu'elle serait intéressée, qu'elle aurait envie de publier ça. Je me disais, c'est impubliable, c'est trop moche, c'est une série sur la laideur, sur la violence, le vomi, le machin, bon bref. Et à ma grande surprise, elle a voulu publier les images. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que là, je me suis dit, mais est-ce que je peux montrer ça? Est-ce que je peux me montrer comme ça? C'est aussi une série sur l'humiliation, sur la honte. Beaucoup de gens qui ont subi des abus ressentent une grande honte, un sentiment d'humiliation très fort. Donc on a peur dans ces moments-là de se mettre à nouveau dans une situation d'humiliation. Bon bref, j'ai beaucoup réfléchi, mais voilà, j'étais partant. Et puis en octobre ou novembre, quand le livre est sorti, qu'on l'a sorti à Paris Photo, et puis que j'ai eu cette expo à la Galerie Vue, là un changement s'est opéré, déjà parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens aimaient les images. Beaucoup de gens les trouvaient drôles aussi, ce qui m'a fait plaisir et surpris. Donc je me suis dit que c'était pas des images sur lesquelles je m'apitoyais. Beaucoup de gens y voyaient parfois même d'eux-mêmes, ou y trouvaient un sens qui n'était pas celui que j'avais mis initialement, ce qui me plaisait aussi. Je dirais pas que maintenant j'en suis fier, mais en tout cas j'en ai pas honte. Et ça a été assez salutaire en fait de montrer ces images. Ça a été très réparateur en fait. Et je ne m'y attendais pas. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que les avis des autres puissent impacter mon monde. Je me sentais tellement bloqué, tellement seul, tellement imperméable à tout ça, que je pensais montrer mes photos et repartir dans ma tanière. Mais la réaction m'a fait beaucoup de bien, et je pense que ça a dû réparer quelque chose, peut-être d'un point de vue narcissique, je ne sais pas trop, mais ça a quand même réparé beaucoup de choses, oui. Alors la plupart des images d'exploitation ou des portraits que vous collectionnez par ailleurs et qui vous ont inspiré, elles sont en noir et blanc. Elles offrent selon vous une surface d'interprétation plus importante. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez fait, vous, le choix de la couleur pour ce travail? S'agissait-il pour vous de ne pas laisser de place à l'ambiguïté, de faire apparaître les faits de façon plus frontale? Oui, c'est vrai que je voulais que les images soient un peu in your face, comme on dit, qu'on ne puisse pas vraiment y échapper, même si certaines images... Oui, on le verra après. Oui, détiennent des surprises, et qu'on ne peut pas forcément tout lire du premier coup, j'ai envie de dire, mais... Donc dans cette frontalité, puisque les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément vu votre travail, je parlais de fluide tout à l'heure, donc ça peut être de la merde, ça peut être du sperme, ça peut être du sang, donc des choses quand même assez trash, avec en même temps aussi le décalage du côté parfois un peu hiératique des personnages dans leur pose un peu conventionnelle, comme on a l'habitude de les voir pour ces années-là dans le cinéma. Oui, en fait, c'était ça. Je voulais absolument créer une contradiction, une sorte de violence, la collision de deux mondes. Je voulais confronter la beauté classique des photos d'Hollywood des années 30, 40 que j'aime tellement, qui sont elles-mêmes d'ailleurs souvent des hommages aux icônes religieuses, aux statues grecques. C'est vraiment la lumière des photos. Je sais pas, moi, si on imagine les photos de Joan Crawford et toutes ces stars-là, c'était vraiment des lumières d'icônes vraiment, mais religieuses. J'avais une telle révérence pour ces images, j'avais une telle fascination, un tel amour pour ces images, mais en même temps j'avais été tellement blessé à ce même endroit, c'est-à-dire blessé par le monde qui était mon refuge, c'est-à-dire le monde du cinéma qui était ma porte de sortie, qui était l'endroit sur lequel je pouvais toujours compter, que j'ai eu envie de retourner la violence sur cette beauté. J'ai voulu la questionner peut-être, me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière toute cette beauté, ces images si lisses, si belles, si grandioses? L'envers du décor, peut-être. Oui, complètement. Et le choix de la couleur, c'était... Alors, d'une part, j'étais inspiré par un livre qui s'appelle Hollywood en Kodachrome, qui est sorti il y a quelques années, qui dévoilait en fait les rares photos en couleur prises à Hollywood dans les années 40 avec ce film, le Kodachrome, qui est un film transparent très très beau, qui a des couleurs assez vives, enfin c'est assez chatoyant, et en même temps qui crée une surprise, parce que tout d'un coup on voit toutes ces stars, les hommes et les femmes, de manière beaucoup plus nette. On voit le grain de la peau, on voit les pores de la peau de Dana Andrews, de Linda Darnell, et puis les couleurs, on se rend compte que, tiens, sur cette photo où on pensait qu'elle portait une robe grise, la robe elle est verte, flashy, c'est assez surprenant. Donc je voulais créer cette surprise qui est à la fois un côté clinquant, qu'on soit impressionné, qu'on soit séduit et répugné à la fois. Qu'il n'y ait presque plus de place pour le mystère. Comme vous disiez, il y a plus vraiment de place pour le mystère. C'est beau, mais c'est moche. C'est grandiose, mais c'est ridicule. Enfin, qu'il y ait toutes ces contradictions dans la même image. Voilà. Alors nous parlions à l'instant de frontalité.
Mais il arrive parfois qu'on ne perçoive pas le dysfonctionnement, le décalage, l'horreur. Il faut se rapprocher pour découvrir des scarifications, comme vous les évoquiez tout à l'heure, des rognures d'ongles, des cafards ou des rats, ou même le sexe humide d'un producteur bizarrement, on ne voit pas forcément au premier abord. Les photos, elles en deviennent d'autant plus dérangeantes. C'était aussi une volonté de votre part de rechercher le décalage dans l'interprétation des images, même si on l'a bien compris, ce travail, initialement, il n'était pas fait pour être vu, il était fait pour vous. Oui, en fait, c'est quand même arrivé un peu par hasard, si je suis honnête, parce que c'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que souvent, il y a un décalage entre ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de dire et ce que les gens perçoivent. Mais pas que dans la photographie, dans ma vie. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer ou à montrer mes émotions. Bon, il y a un décalage. Et je me suis rendu compte en faisant quelques images que certaines images qui me semblaient justement être très frontales, très premier degré, lisibles du premier coup d'œil ne l'étaient pas forcément. Plusieurs personnes m'ont parlé de cette photo un peu ophéliesque ou inspirée de Jean Turney justement, où elle est allongée par terre, entourée de fleurs, de nénuphars, mais beaucoup de gens ne voient pas de prime abord qu'il y a aussi des rats qui l'entourent, oui, qui sont sur sa robe. On pourrait confondre ces rats avec des motifs en fait qui sont sur le vêtement, ouais. Oui, et je trouve ça intéressant parce que du coup cette photo est assez séduisante et d'ailleurs j'ai voulu qu'elle soit belle, j'ai voulu que ce soit le genre d'image que les gens aient envie d'afficher chez eux, mais tout d'un coup il y a les rats et les rats créent un mouvement de rejet. Pareil pour ce producteur un peu libidineux. Quand j'ai montré ces images ou quand les gens la voient dans la galerie ou dans le livre, ils rigolent en pensant que ce qui est rigolo, c'est mon maquillage, ma tête, j'ai une tête un peu ridicule dessus, mon costard 10 fois trop grand, et ils ne voient pas le sexe qui est en bas de l'image tout de suite, et ça provoque un deuxième effet de recul en fait. Ils étaient, je pense, déjà mal à l'aise à cause de son visage, mais en plus il y a ça. C'est un peu un hasard, je dois avouer que je m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite. Je voulais créer une sorte de surprise. J'aime bien l'idée qu'on puisse faire un peu le jeu des 7 erreurs sur les images, puisque c'est aussi une histoire d'erreur, d'accident, mais c'est aussi un peu le hasard quand même. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait ces images pour moi, et c'est le cas, en n'imaginant pas les montrer, mais sans doute quelque part j'avais envie, puisque encore une fois, si on pense au deuil, à toutes ces étapes de deuil, l'une des étapes clés, c'est la colère. Et j'avais énormément de colère, donc j'avais, je pense, très envie de choquer. J'avais envie de me choquer moi, mais je pense que j'avais aussi envie de choquer les autres, d'attaquer les autres, de salir les autres. J'avais envie de... Je voudrais pas aller trop loin, mais quelque part, quand on se sent un peu attaqué, abîmé ou contaminé, on a envie quelque part presque de contaminer les autres. Bon, après ça reste que des images, mais c'est vrai que j'avais envie quand même, je pense que j'avais quand même envie de choquer. De faire entendre tout simplement votre mal-être. Exactement, sans être trop politique. Je voulais pas être dans le discours, d'ailleurs je veux toujours pas être dans le discours, je voulais que chacun soit libre d'interpréter les images comme il le souhaite, mais pour moi ces images sont comme un cri, voilà, davantage que comme un pamphlet par exemple. Alors on a bien compris que cette situation elle est contextuelle. Néanmoins, dans une autre de vos séries qui s'intitule Dark Circus, on découvre des personnages de cirque d'un autre temps face à eux-mêmes qui préfigurent déjà, me semble-t-il, Hollywood Nightmares. Ce ne sont pas tout à fait des freaks comme dans le film des années 30, mais déjà des personnages inquiétants qui pointent leur nez. Oui, c'est vrai, c'est un drôle de hasard. Donc j'ai fait cette série d'autoportraits 1 an avant celle de Hollywood Nightmares. C'était pendant le confinement et j'avais la chance d'avoir accès à un studio qui était à 1 minute à pied de chez moi, donc j'avais le droit d'y aller. Et j'ai imaginé cette troupe de cirque. Une troupe du début du XXe siècle, oui, de la fin du XIXe, avec encore une fois des personnages très identifiés de ce qu'est le cirque, le trapéziste, la femme à barbe, ouais, des personnages comme cela. Oui, exactement. La cartomancienne aussi. Oui. Et pour moi, j'ai imaginé des personnages qui attendaient de faire une représentation, mais qui n'avaient pas de public, en fait. Une troupe de cirque un peu perdue au milieu de nulle part, un peu comme dans le cirque de Chaplin, par exemple, mais aussi parce que pendant le confinement, il y avait quand même beaucoup d'artistes qui voulaient travailler, faire des choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc, il y avait une sorte de désespoir qu'on ressentait de la part de beaucoup de gens, et y compris de moi-même, hein, puisque je me suis mis en scène aussi de cette manière-là. Mais c'est vrai que, alors, d'une part,
cette série sur le cirque préfigure peut-être la série sur le cinéma, puisque le cinéma vient du cirque. Bien sûr. On l'oublie parce que parfois le cinéma a tendance à être si intellectuel et si parfois bien pensant, alors que le cirque ne l'est pas. Le cirque, on est dans le gag, on peut être dans l'effroi aussi, on peut être dans la peur, on peut être dans le choc. C'est un peu le cinéma de Méliès, le début du cinéma aussi, cette inspiration du cirque. Absolument, puis c'est le cirque expérimente en fait. C'est l'expérimentation qui est vraiment excitante. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans les photos des années 20, 30, 40 de cinéma, c'est que c'est encore quelque part, pas les soubresauts de la photographie, mais c'est encore les premières décennies de la photographie. Donc, beaucoup de photographes, même s'ils sont engagés par les studios pour faire des beaux portraits de stars, ils expérimentent. D'où l'ambition artistique assez dingue de tellement de portraits de stars. Et puis, d'autre part, quand j'ai fait la série Dark Circus, j'ai trouvé une nouvelle forme d'esthétique que j'avais jamais eu avant, où j'ai mélangé, en gros, sans être trop technique, mais j'ai mélangé la lumière continue avec des gélatines de couleur et le flash. Donc ça a créé une image un peu picturale, en fait, assez chaude, assez piquée, et ça m'a vraiment intéressé, cette image très très piquée de comment évoquer quelque chose d'un peu onirique, atmosphérique, avec en même temps un piqué très très précis, quelque chose de très très net. Qui, une fois encore, crée aussi un décalage avec la personne qui regarde. Oui, sans doute. Ce côté inquiétant. Alors pour revenir à Hollywood Nightmares, quand j'ai vu ce travail, j'ai pensé à 24 heures dans la vie d'une femme de Michel Journiac, mais aussi à Pierre Molinier, puisque ce sont deux photographes qui se sont travestis pour réaliser des séries. Est-ce que c'est finalement la femme qui symbolise le mieux ce qu'est le cinéma de ces années-là ? La femme est tellement au centre du cinéma, en tout cas pendant l'âge d'or du cinéma, évidemment, puis même encore aujourd'hui. Et là, il y a enfin une révolution qui s'opère depuis presque 10 ans maintenant. Alors moi, ce que je peux dire déjà, c'est que comme je voulais être fidèle quand même à l'esthétique d'Hollywood, c'était beaucoup plus ludique. Il y avait beaucoup plus de plaisir, c'était beaucoup plus jouissif d'incarner des femmes, ne serait-ce qu'en termes de costumes et de coiffure et de maquillage. Oui, il y a plus de choix, il y a plus de variété. Choix, puisque les hommes, c'est des costards. Alors j'ai quand même tenté quelques tenues un peu alternatives, mais avec les femmes, il y a tout. Il y a un personnage qui, moi, m'a évoqué, mais je pense que votre inspiration est plus proche de Rudolph Valentino, me semble-t-il. Mais c'est un peu un Tadzio aussi, avec un maillot marin, une raie plaquée. J'y ai pas pensé, mais c'est possible. L'idée du désir, de quelque chose qui disparaît, l'obsession peut-être de la jeunesse, qui est dans Mara Venise. Le regard d'une personne d'un certain âge sur un jeune et qui rappelle malheureusement le regard des hommes sur les femmes, cette manière de vouloir capturer, même en termes de photographie ou de cinématographie, de vouloir capturer les femmes dans une certaine posture, dans un certain rôle. Oui, absolument. En même temps, il y a plein de contradictions dans le cinéma des années 30-40. Moi, je suis triste quand on résume ça comme justement uniquement des hommes qui filmaient les femmes. C'était principalement des hommes qui filmaient les femmes. Beaucoup de films étaient coécrits ou écrits par des femmes, en fait. Et surtout, beaucoup de films mettaient en scène des femmes extrêmement fortes et extrêmement, comment on peut dire, libérées peut-être, enfin, pas souvent, parce que c'est souvent tragique. Là, je pense surtout aux films noirs ou aux mélos. Il y a quand même un aspect tragique. Mais comme dans beaucoup de films, il faut qu'il y ait une tension, qu'il y ait peut-être un drame. Mais il y a quand même beaucoup de personnages féminins qui sont doubles, qui sont riches. Moi, j'aime beaucoup les films noirs, souvent les films noirs qui étaient faits par des petits studios, donc avec moins d'argent, donc des producteurs qui regardaient moins le scénario et dans lesquels, sans doute, les réalisateurs avaient une plus grande liberté. Et les femmes sont géniales parce qu'elles peuvent être des garces, elles peuvent être ambitieuses, elles peuvent être jolies, elles peuvent être moins jolies, elles peuvent être bêtes. En ça, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu récemment. La fille de Chabrol a présenté à Londres Une affaire de femme, le film de Chabrol avec Isabelle Huppert sur la faiseuse d'ange. Et elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle a dit que selon elle, Chabrol était le premier réalisateur féministe. Et je suis pas loin d'être d'accord, en fait, parce que je me rends compte que dans ce film, par exemple, le personnage de Marie Latour, qui fait des avortements chez elle n'est jamais cantonnée à un rôle. Elle n'est jamais juste un objet de séduction. D'ailleurs, elle n'est jamais un objet de séduction. Il y a des moments où on la sent en grande souffrance, on la sent amoureuse, mais parfois on la sent très frivole, parfois on la sent bête. Et je me dis, Chabrol, il a montré des femmes comme ça, des femmes qui pouvaient être plein de choses. Je trouve ça assez révolutionnaire. De pouvoir
tirer un peu le spectre de tout ce qui peut exister chez l'être humain. Tout simplement, on est au-delà du genre. Et puis aussi, à propos des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être même des réalisatrices, qui sont pas passées à la postérité dans ces années-là et qui ont été oubliées, tout simplement. C'est vrai. L'une des femmes, moi, qui m'inspire le plus dans les années 40-50, elle était avant tout actrice, et d'ailleurs, elle vient du monde du cirque, elle vient de Hun Hill, qui est là où j'habite, en fait, en Angleterre. C'est Ida Lupino. Et donc, c'est elle qui a d'ailleurs inspiré l'image de couverture du livre, ouais. Surtout la coiffure, en fait. Hein. Mais en fait, dans la fin des années 40, elle travaille sur un film sur lequel le réalisateur est tombé malade. Et donc, elle a remplacé le réalisateur. Mais ça lui a permis, elle, de réaliser un rêve qui était de faire un film. Et elle en a fait plusieurs par la suite. Et certains films sont quand même assez exceptionnels, assez subversifs. Mais après, il y a eu Barbara Loden dans les années 60-70, où il y a eu beaucoup de femmes réalisatrices. Moi, j'ai grandi en regardant des films faits par des femmes dans les années 70, 80, Claire Denis, Catherine Breillat, enfin, Agnès Varda. Une nouvelle génération, ouais. Voilà. Mais, c'est amusant que vous parliez de cette photo de couverture, puisque c'est aussi une photo quelque part un peu hybride. C'est la seule, à ma connaissance, de la série qui introduit un élément contemporain. Donc, en l'occurrence, votre appareil photo. On voit ce personnage maquillé, avec une perruque, une robe, les mains ensanglantées. Donc, cette fois encore, on ne sait pas pourquoi, on peut se raconter l'histoire. Mais néanmoins, donc, elle tient en main un appareil photo on ne peut plus contemporain. C'est la dernière image de la série, c'est la première image du livre. C'est une image un peu libératrice, quelque part. Complètement. C'est sans doute l'image que je préfère de la série. Quelques mois avant de faire cette image, je prenais en photo des musiciens, parce que je fais beaucoup de photos de musiciens, des photos de presse, des pochettes d'albums. Des clips aussi, c'est vrai. En tant que réalisateur, ouais. Et pendant une séance photo, cet appareil photo que j'utilisais depuis 10 ans déjà, avec lequel j'avais tourné mon premier long métrage, Fever, s'est arrêté de fonctionner, quoi. Il est littéralement mort pendant la séance photo, c'était un peu problématique. Et quand j'ai eu terminé la série de photos Hollywood Nightmares, donc tous les autoportraits, j'avais quand même envie de faire une image avec cet appareil photo, l'immortaliser entre guillemets. Je venais de voir un film avec Ida Lupino, donc j'ai eu envie de faire une perruque avec cette frange un peu années 50, qui rappelle un peu les films noirs, genre Double Indemnité, ce genre de film-là. Et j'imagine le croisé sur les seins. Oui. Et puis j'ai trouvé cette robe qui est en fait c'est une robe de bal. C'est une robe de proms, on dit en anglais. De promotion. Oui, de promotion, exactement, exactement. Qui coûte 4 livres, qui est trouvé dans un magasin de charité, puisque c'est là que je fais mon shopping. Et comme l'appareil photo était mort, j'avais envie de l'immortaliser avec cette main ensanglantée. Mais je me suis dit, tiens, ce serait comme aussi un enfant mort-né. Ce serait comme si peut-être ce personnage l'avait finalement pris de ses entrailles. Enfin, il y avait plein de choses qui convergeaient pour donner l'impression d'un cinéma qui était fait dans le sang. Et d'ailleurs, en parlant de sang, cette expression, le cinéma fait dans le sang, il me semble que lorsque Claire Denis avait fait ce film qui s'appelle Trouble Every Day, dans lequel j'étais comédien, qui était mon premier film, j'avais 19 ans, elle avait fait la couverture de Télérama avec Béatrice Dalle qui jouait dans le film, et il avait écrit le cinéma dans le sang. Et c'était ma première expérience de film, était dans cette maison aux murs recouverts de sang, parce que c'était un film sur des cannibales. Et déjà. Donc le sang, le cinéma, c'était une manière de boucler la boucle, de terminer sur. Et le sang aussi quelque part, c'est la vie. Oui. Même si là, effectivement, on le ressent peut-être moins. Néanmoins, cette image, elle vous ramène aussi à aujourd'hui, puisque pour le coup, vous aviez un objet en main, vous aviez un objet contemporain, donc elle vous sortait peut-être quelque part de cette torpeur, de cet isolement que vous avez vécu pendant cette longue période. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai fait cette image au mois de décembre, et dès le mois de janvier, j'ai vécu un début de renaissance. Vraiment, littéralement. Et j'ai commencé à faire de la peinture d'ailleurs après ça. Et ma première peinture, ma première aquarelle, c'était cette image que j'ai reprise pour ma première peinture. J'ai clos cette série avec cette photo, mais il a quand même fallu que je me force. Je me suis dit, je pourrais passer ma vie à faire ces images. Les idées me venaient sans cesse. Mais je me suis dit, je pourrais passer ma vie à être aigri, je pourrais passer ma vie à être en colère, à vomir comme ça sur le monde et à tout trouver moche. Il a fallu que je me force et que je m'arrête à un moment, que je me dise, voilà, il y a un moment, il faut arrêter. C'est un peu comme quand on est, je sais pas si c'est une image très intelligente, mais un peu comme quand on est sur l'autoroute et qu'on voit un accident. On peut regarder et on peut être happé par ça. Et il y a un moment, il faut arrêter de regarder et il faut continuer. Si je voulais retrouver la vie, il fallait que je ferme ce chapitre.
Alors justement, vous allez peut-être nous raconter, on va pas tarder à se quitter. Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Après cette série sur le cinéma des années 30-40, j'ai eu l'impression de revenir un peu en arrière dans l'histoire. Je suis revenu aux années 10, au tournant du siècle, avec les livres d'illustrations pour enfants, les contes de Grimm, les livres comme ça, et les illustrateurs comme Arthur Rackham ou Harry Clarke. Et ça m'a ensuite amené encore plus loin et j'ai redécouvert le travail des pré-raphaélites. Donc non seulement les peintres pré-raphaélites qui sont connus... C'est un mouvement, vous pouvez nous en dire deux mots, c'est un mouvement anglais? Alors les pré-raphaélites, c'est un mouvement artistique, principalement connu pour la peinture. En fait, les peintures de Millet, de Rossetti, de Burne-Jones, souvent des femmes rousses avec des longs cheveux, Ophélia par exemple dans La Rivière. Mais en fait, c'est un mouvement beaucoup plus vaste que ça, puisque c'est de la poésie, c'est transversal. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Donc j'ai redécouvert ce mouvement pré-raphaélite et notamment William Morris aussi qui était un designer, un activiste. J'ai commencé à vouloir faire une nouvelle série de photos autour des hommes. J'ai commencé à aborder des gens dans la rue, au café où j'habitais. Je leur ai demandé s'ils voulaient poser pour des images inspirées de l'art pré-raphaélite et aussi des vitraux pré-raphaélites. Il y a eu beaucoup de vitraux qui ont été faits. La période pré-raphaélite a duré presque 60 ans. Et j'ai pris en photo des hommes de tous les âges, des hommes qui n'avaient jamais posé, dans des situations qui rappellent un petit peu l'art pré-raphaélite et aussi l'orientalisme. Ce sont des sujets un peu délicats quand même, puisque c'est pareil, ce sont encore une fois des mouvements qui étaient très centrés sur les femmes, sur les fantasmes des hommes concernant les femmes ou sur l'Orient, etc. Sur la nature aussi, vous quittez quelque part oui. L'industrie du cinéma avec Hollywood Nightmares pour vous consacrer à la nature humaine et à la nature tout court. Complètement. Et quand je suis sorti de mon studio, donc en janvier 2023, et que j'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai été à nouveau émerveillé par la nature, et notamment la nature anglaise. Quand on regarde la nature anglaise, les jardins anglais, les champs, les fleurs, les arbres, on comprend d'où vient cette beauté de l'art pré-raphaélite, cette fascination pour la nature. En fait, les pré-raphaélites, il y a une sorte de confusion autour des pré-raphaélites, c'est que souvent les gens pensent que les pré-raphaélites étaient là au XVIe siècle. Mais en fait, ils étaient là à l'époque victorienne, donc en 1850 à peu près. Mais ils avaient une fascination pour l'art médiéval, pour les peintures du Moyen-Âge, tout ce qui a précédé le peintre Raphaël, d'où pré-raphaélite. Et en fait, ce qui s'est passé à l'époque victorienne, c'était la révolution industrielle. Et donc William Morris, Rossetti et toute cette bande-là, beaucoup d'hommes principalement, mais aussi beaucoup de femmes qui sont enfin redécouvertes aujourd'hui, ont eu ce travail acharné qui mettait en valeur la beauté des femmes, des hommes et de la nature comme une réponse aux menaces de la révolution industrielle, comme une réponse aux menaces du travail en usine. Ils voulaient revenir à l'humain, ils voulaient revenir presque à l'imperfection. Alors on a hâte de découvrir ce travail, ce sera d'ici combien de temps à peu près ? J'ai tout juste fini les prises de vue avec plus de 45 hommes, donc ça a été beaucoup de travail et maintenant je vais tirer les images, peindre dessus avec de la gouache, de l'aquarelle, de la feuille d'or, donc ça va mettre beaucoup de temps. Je pense que ce sera pas avant 2026, 2027. J'espère faire des expositions en Angleterre et peut-être un livre. Et en France ? J'espère que vous serez j'espère aussi, oui, bien sûr. Très bien, merci Raphaël Nil. On peut donc retrouver les portraits dont nous avons parlé dans Hollywood Nightmares, publié au Bec en l'air, et bien d'autres images également sur le site de l'agence Vue. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages et des étoiles sur vos plateformes préférées. Je vous retrouve très prochainement avec Thomas Jorion qui nous parlera d'architecture coloniale, de palais italiens et de ruines en photographie.